Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par Weborama et The Good. Je suis Émilie Thierry, directrice de The Good, le média dédié à la transformation écologique, sociale et solidaire des marques et des entreprises. Nous allons passer la prochaine heure ensemble afin de démystifier la consommation responsable et ce grâce à l'IA sémantique. Je remercie Miki Mchikli, CEO IMIA de Weborama, de nous donner l'opportunité de traiter ce sujet plutôt original et pourtant fondamental pour les marques. Ceux qui connaissent The Good savent que nous nous sommes fixés pour mission de donner les clés de compréhension des mutations en cours concernant la consommation responsable. On s'est donné aussi pour mission de nourrir les réflexions stratégiques côté annonceur, côté agence, côté média, pour améliorer la compréhension des consommateurs et leur proposer des produits en affinité avec leurs attentes et leurs besoins. Alors que la consommation responsable s'ancre progressivement dans les habitudes des consommateurs, nous remarquons que de nombreux clichés sont encore véhiculés quant à leur profil, qui serait par exemple emprunt avant tout d'un capital économique et culturel conséquent. Mais la réalité de cette consommation responsable recouvre des acceptions multiples. Acheter bio, acheter local, de saison, naturel, faire attention à sa santé, réduire ses déchets, consommer mieux, consommer moins, consommer différemment. Chaque consommateur a aujourd'hui sa façon bien à lui de consommer responsable. Et c'est vraiment pourquoi nous sommes ravis aujourd'hui d'organiser ce webinaire avec Weborama, parce que grâce à son outil d'analyse sémantique par l'intelligence artificielle, Weborama est allé creuser un peu plus loin que ces clichés pour analyser quels étaient les vrais ressorts de cette consommation responsable. Dans le document qui va vous être présenté par Antoine Absaides, qui est directeur Data et Research de Weborama, vous allez voir émerger une quinzaine de signaux faibles, de tendances de consommation responsable. Et Antoine vous en présentera 2 ou 3 un peu plus en détail. Puis nous poursuivrons la discussion pour voir comment les résultats de cette étude peuvent être intégrés dans une stratégie marketing et communication avec nos 2 invités de marque qui se joindront à Miki et Antoine. J'ai nommé Corinne Mregen, directrice générale Les Échos Le Parisien du pôle partenaire. Et merci Corinne d'être présente. Et Elisabeth Tran, responsable data architecte chez Dentsu. Merci Elisabeth également de votre présence. Vos points de vue respectifs nous seront précieux. Quelques petits rappels concernant le webinaire. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans l'onglet « Questions », évidemment de pouvoir chatter dans l'onglet « Chat ». On vous posera quelques petites questions aussi dans l'onglet « Sondage », donc soyez attentifs à ce qu'on vous dit et à ce qu'on vous met dans le petit onglet « Sondage ». Et bien évidemment, un replay du webinaire sera disponible sous quelques heures. Voilà pour l'introduction, mais avant de démarrer, comme je vous le disais, on va commencer par un petit sondage. À votre avis, qui converse le plus sur les sujets bien-être et superfood sur Internet? Est-ce que c'est plutôt les sportifs, bodybuildés ou yogi healthy? Est-ce que c'est plutôt les femmes enceintes, les retraités ou les millennials? Voilà, vous avez quelques minutes pour répondre. Antoine vous donnera la réponse dans sa présentation. Préparez-vous à être surpris. Vous allez voir, avec l'IA, on va bousculer quelques stéréotypes. Je passe sans plus attendre la parole à Antoine qui va nous présenter l'étude de Weborama sur les tendances de la consommation responsable. À toi, Antoine. Merci Émilie. Juste avant, on a des réponses au sondage. Bonjour déjà, tout le monde. Oui, déjà, c'est instantané. C'est magique. Donc, c'est intéressant, avant qu'Antoine donne la réponse, si vous allez dans l'onglet sondage et que vous avez répondu, vous verrez également les réponses. Et donc, vous pensez que ce sont les milléniums pour 35% d'entre vous. À 34, ça vient de bouger. Non, 35, ça vient de se remettre, c'est rigolo. 36. Les femmes enceintes à 22%, les retraités pour 21% et les sportifs. Antoine, dis-nous ce qu'il en découle dans ta présentation. Bon, je vais laisser un petit peu le suspense. Je viendrai sur une slide tout à l'heure qui vous expliquera tout ça. Et puis, c'est bien, ça va permettre aux gens de continuer à répondre si tout le monde n'a pas encore répondu. Mais c'est vrai qu'on commence à avoir une tendance assez forte qui est marquée. On y reviendra tout à l'heure, promis.
Donc, on va rentrer un petit peu dans le sujet. Merci Émilie pour l'introduction et bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir de partager avec vous les résultats de notre étude qui nous a pas mal passionnés sur ces derniers mois et qui, je pense, va continuer de nous animer encore un bon petit moment. Et je suis ravi de voir qu'on est encore très nombreux aujourd'hui réunis autour de ce sujet. Donc, avant de plonger dans la méthodologie et les résultats, je pense que c'est important de repartir du point de départ de ce qui a déclenché tout ce travail et pourquoi ce qu'on a pu réaliser finalement chez Weborama. Donc, Émilie l'a déjà introduit et on a ébauché les contours. C'est vrai que c'est aujourd'hui assez évident et simple de dire que tout ce qui est défis environnementaux, c'est vraiment imminent et que la consommation responsable, voire la déconsommation d'ailleurs, sont considérés comme incontournables pour une grande partie des consommateurs aujourd'hui. Et à titre d'exemple, il y a une dernière étude qui est sortie il y a quelques semaines, une étude panel RSE à un niveau européen qui a été réalisée par Ronet, qui montre que 90% des consommateurs européens se disent sensibles à la consommation durable et considèrent d'ores et déjà agir dans le bon sens pour atteindre cet objectif. Et donc, partant de ce constat, c'est-à-dire qu'il est essentiel que les entreprises de tout secteur, de toute industrie, répondent à ces nouvelles attentes et aspirations des consommateurs, puisque ces consommateurs, justement, sont déjà largement prêts à changer leurs habitudes en vue d'une consommation plus durable. Et donc ça signifie une chose importante pour les entreprises. Et celles qui vont vouloir prospérer dans le futur, et je pense qu'elles veulent toutes prospérer dans le futur, vont indéniablement devoir s'adapter à ce nouveau contexte, en commençant d'abord potentiellement par trouver le bon positionnement de marque, mais aussi surtout en réussissant à le communiquer correctement. Une fois qu'on s'est dit ça, finalement, on ne s'est pas dit grand-chose. Et surtout, en simplement plantant le décor comme ça, on n'apporte pas de solutions réellement concrètes afin de répondre à ces nouveaux défis qui prennent de plus en plus d'ampleur. Donc, en tant que Weborama, et en utilisant notamment notre expertise en intelligence artificielle sémantique, on a souhaité comprendre plus précisément ce qui se cachait derrière cette nébuleuse de la consommation responsable, avec l'ambition absolue de renoncer aux idées préconçues qu'on peut avoir, et en plus de cela, montrer comment les consommateurs peuvent ou souhaiteraient prendre en compte ces nouveaux critères sociétaux et environnementaux dans leur vie de tous les jours, voire même lorsqu'ils effectuent des achats. Alors la question, c'est comment on fait ça ? Eh bien, ça allait un petit peu vite, je reviens en arrière. Hop. Eh bien, chez Weborama, on va disposer d'une expertise de pointe en analyse sémantique, ça je pense que vous l'avez compris, et ça va vraiment être la base de ce qui représente nos méthodologies. Mais finalement, ça veut dire quoi, la sémantique ? Mais en fait, on va partir du principe que tout à chacun, vous, moi, n'importe quel consommateur finalement français, lorsqu'on navigue sur Internet, ça va être en majorité pour se renseigner sur un sujet qui nous passionne, pour répondre à un besoin par de la prise d'information, voire carrément par l'achat de produits ou la souscription à différents types de services. Et pour ce faire, lorsqu'on a ce comportement comme ça navigationnel, ça passe indéniablement par de la lecture de contenu sur ces pages web. Et ce qui se cache derrière cette lecture de contenu, c'est que si on est capable d'identifier ce à quoi les consommateurs s'intéressent, donc ce qu'ils lisent réellement, on va être en mesure de comprendre leurs intérêts et donc de leur proposer les bons services, les bons produits ou encore les bonnes communications. Donc ça, c'est vraiment la sémantique de base et le point de départ. Mais là, ça peut vous paraître encore un petit peu abstrait, finalement, ce que c'est l'intelligence artificielle sémantique. Et donc, on vous a préparé un petit exemple pour rentrer vraiment dedans et vous montrer comment ouvrir le capot un petit peu et vous montrer comment ça fonctionne. Donc, il faut imaginer, chez Weborama, on a accès à des centaines de millions de contenus web en France et dans différents pays, d'ailleurs, et que sur ces contenus, notre intelligence artificielle, elle va venir travailler. Comme c'est le cas ici, on a pris un exemple d'un article qui discute des activités que l'on peut faire chez soi pour s'occuper en période de confinement. J'espère qu'on aura tous pas trop besoin dans les semaines qui viennent. Donc, si on prend cet article, ce que va faire l'IA dans un premier temps, ça va être récupérer tout le contenu de l'article, donc tout le contenu textuel. Et une fois qu'elle a récupéré ce contenu textuel, elle va venir l'analyser. Et ce que vous voyez un petit peu finalement dans l'article, qui va être en vert, en orange, en rouge, en rose, en fonction des mots, du contexte et du sens des phrases, l'IA, elle va venir détecter des thématiques et le poids de ces thématiques dans le contenu abordé. Donc, en l'occurrence, ici, on aurait pu penser que le sujet principal fasse référence au coronavirus ou au confinement, puisque ce sont d'ailleurs les deux mots qui sont mis en avant dans le titre. Or, le sujet principal que l'outil va détecter, ça va plutôt se situer autour du divertissement. Et pourquoi ? Parce que finalement, c'est réellement le sujet, en tout cas, l'outil le voit comme ça, c'est le sujet qui est approfondi dans le corps même du texte. Et puis, si on prenait tout à chacun le temps de lire le texte, on saurait très bien que ça parle plutôt de divertissement et d'activité plutôt que de confinement. Donc, l'outil va être en mesure de le faire, mais de manière effectivement beaucoup plus rapide que nous. Au-delà de la détection du sujet principal, ce que vous pouvez voir en bas à droite,
ça va être finalement une capacité d'avoir de la granularité sur ce que nous donne l'outil. De la granularité en termes de thématiques. On voit qu'on n'a pas simplement la thématique divertissement, mais qu'on est capable de sortir les différentes sous-thématiques qui sont discutées dans le sujet. Et en plus d'extraire ces thématiques-là, on va être capable de les pondérer, de donner une note finalement d'intérêt, le poids de cette thématique dans le sujet. Donc, on voit par exemple que divertissement a une note de 4 sur 4, donc c'est vraiment le sujet principal du contenu, mais on peut également voir qu'on a de la peinture, de la relaxation ou du do-it-yourself qui ont des notes qui sont assez fortes de 3 à 4 sur 4. Donc, ce sont vraiment des thèmes qui sont aussi importants quasiment que le divertissement. En revanche, on ne va pas non plus délaisser totalement la crise sanitaire et le confinement. L'outil le détecte bien évidemment, mais en revanche, je vais lui mettre une note qui va être beaucoup moins importante parce qu'il a compris que dans le sens du texte, ce n'était pas forcément la crise sanitaire le sujet principal. Donc, c'est important de comprendre cette méthodologie-là et d'ouvrir le capot, comme je disais, parce que c'est exactement de cette manière-là que l'IA sémantique va analyser, cette fois-ci par un article, mais nos centaines de millions de pages web. Et on va donc être en capacité de caractériser tous les contenus et par extension, via la navigation, essayer de comprendre à quoi s'intéressent les internautes. Donc, voilà pour la méthodologie vraiment de l'IA sémantique. Et donc, si on revient un petit peu à nos moutons sur la consommation responsable, on avait envie de répondre vraiment scientifiquement, encore une fois, sans biais à ces nouveaux challenges et à ces nouveaux questionnements qu'on peut avoir sur la consommation responsable. Et donc, on a bien sûr utilisé cette même méthodologie. Là, le point de départ, il est à peu près similaire, mais on n'est pas venu chercher finalement tous les contenus web qui peuvent exister. On est venu bien sûr orienter un petit peu l'outil dans un premier temps, et on est venu lui demander de nous récolter tous les contenus tournant de près ou de loin à la consommation responsable de manière vraiment extrêmement large, en interrogeant justement cette base de données de centaines de millions de pages web. Et ça nous a permis de récolter plusieurs dizaines de milliers de documents qui étaient en relation avec notre thématique du jour. Donc ça, c'est la première étape qui est un peu technique. On vient récupérer finalement le contenu qui va nous permettre d'apprendre des choses. La seconde étape, et ça c'est toujours l'IA qui s'en occupe, c'est ces documents qui sont bruts, qui sont non organisés, l'IA va venir les analyser exactement de la même manière que ce qu'on a vu sur l'article précédent. Et une fois qu'elle a compris le contexte, le sens des phrases, l'IA elle va créer de manière automatique une segmentation de l'ensemble des thématiques qui ont pu être abordées. Et ce sont précisément ces thématiques-là, cette segmentation de thématiques, qui vont constituer des nouveaux segments d'information et donc les sous-couches, les sous-catégories de ce qui peut se cacher derrière la consommation responsable. Et c'est notamment à ça qu'on va s'attacher de donner du sens via tout de même un peu d'intelligence humaine dans ce monde de l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape. On va décrypter finalement tous les contenus sémantiques. Et une fois qu'on dispose de cette segmentation de tendance et qu'on dispose finalement d'une nouvelle base de connaissances, dans un second temps, on va aussi identifier les individus qui s'intéressent à ces sous-catégories issues de l'exploration sémantique. Et en analysant leur comportement de navigation, on va être en mesure aussi de comprendre quels sont les critères, quelles sont leurs motivations qui les poussent à s'intéresser à telle ou telle thématique. Voilà pour la méthodologie. Je pense que c'est important de vous montrer effectivement comment on travaille et de vous montrer que c'est vraiment scientifique derrière et que ça ne sort pas du chapeau tous les essais qu'on va vous dérouler par la suite. Donc, si on revient, effectivement, la première étape, on vient de le dire, c'est l'exploration et le décryptage de tous ces contenus web. Et ça nous a permis d'identifier 16 tendances de consommation responsable. Bien évidemment, parmi ces 16 tendances, on aurait pu penser à certaines d'entre elles sans l'intervention de l'IA sémantique, comme par exemple les énergies renouvelables, le zéro déchet. Mais ça, c'est vraiment l'un des avantages finalement de la méthodologie. On peut être sûr d'être totalement exhaustif et de ne manquer aucune brique de l'information. Ça, c'est le premier point. En plus de l'exhaustivité, l'outil il va nous donner la possibilité de comprendre en profondeur de quoi parle chacune des tendances. Ce qui est absolument indispensable, même si parfois on peut penser déjà maîtriser certaines thématiques à 100%. C'est bien toujours de plonger dedans pour essayer de se dire, OK, est-ce que je n'ai pas, moi, oublié certaines choses dans les a priori que je peux avoir? Et bien sûr, en plus de ces thématiques qui sont peut-être pas surprenantes de but en blanc, on a d'autres tendances qui étaient moins connues, comme par exemple les consommateurs à l'action, les superfoods ou encore les makers. Et dans ces cas-là, effectivement, la sémantique va prendre son plein potentiel en nous aidant à en apprendre davantage sur un sujet spécifique et également à détecter des signaux faibles ou des tendances qui sont en train de monter en puissance. Donc, à titre d'exemple, on va jeter un coup d'œil aux makers. Donc, la première chose qui nous vient à l'esprit lorsqu'on fait référence à ces makers, c'est que ça représente potentiellement qu'un mouvement qui va être minoritaire d'individus qui peuvent s'essayer au bricolage de manière tout à fait ponctuelle. Mais l'étude, elle nous a montré que c'était faux. L'exploration sémantique de cette thématique, donc c'est ce que vous voyez un petit peu à l'écran ici, elle nous a révélé que les makers, ils sont portés déjà par des multiples passions, multiples intérêts qui peuvent être totalement variés, mais en revanche, ils vont tous partager une envie commune qui va être de s'impliquer dans la fabrication des produits qu'ils consomment et potentiellement qu'ils avaient l'habitude d'acheter de manière prête à l'emploi auparavant. Et parmi ces produits
phares concernés et qui ont pu être mis en évidence cette autoproduction. On va retrouver les produits d'ameublement, de décoration, les produits d'entretien, les produits d'hygiène, des vêtements ou en fait tout autre type de produits de consommation quotidienne. Donc ça, c'est vraiment ressorti de manière extrêmement forte et on voit que cette tendance est grossie. Mais on a aussi retrouvé d'autres types de mécanismes, des mécanismes plutôt de conception qui, eux, vont être liés à l'émergence d'outils numériques et ou industriels qui avaient été finalement dédiés aux entreprises auparavant, mais qui sont maintenant beaucoup plus accessibles et qu'on peut retrouver dans un appartement ou dans une maison. Et parmi ces outils, on peut citer l'imprimante 3D, bien sûr, la découpe laser ou encore les logiciels de design ou de conception assistée par ordinateur. Et donc, que ce soit l'autoproduction de ces produits-là ou l'utilisation de ces nouveaux outils qui sont beaucoup plus accessibles, on voit que c'est vraiment quelque chose qui monte de plus en plus dans l'intérêt des Français. Et ce mouvement, il continue de grossir fondamentalement depuis que finalement, il est facilité par la croissance de l'open source et du contenu do it yourself qu'on retrouve de plus en plus sur le web. Mais on avait aussi remarqué quelque chose il y a tout juste un an, c'est que ce sujet-là, il est vraiment en croissance avec l'année qu'on vient de passer. On avait pu observer, notamment pendant le premier confinement, donc en mars 2020, une augmentation vraiment spectaculaire du trafic sur le type de contenu didactique qu'on peut retrouver sur Internet. Voilà pour le premier exemple des makers. On peut s'attacher à un second exemple et puis on va pouvoir répondre, ou en tout cas faire un parallèle avec le sondage, ça va être la superfood. Donc la superfood, déjà, c'est quoi? Ce sont ces super aliments qui confèrent, ou en tout cas qui sont censés conférer des apports nutritionnels hors normes, comme les baies de goji, le matcha, la spiruline ou encore le guarana. Eh bien, on observe également une montée en puissance assez forte de l'intérêt des Français pour ces aliments. Et sur cette thématique, l'a priori qui revenait systématiquement, c'est que ça peut concerner finalement soit que les très jeunes, les millennials, ou alors une partie des sportifs ou pratiquants de disciplines comme le yoga qui souhaitaient faire attention à leur régime alimentaire. Alors, si on se réfère finalement au sondage, je vais repartir voir si ça a un petit peu bougé. Effectivement, là, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 40% d'entre vous qui répondent que finalement, ça concerne les millennials. La deuxième position, c'est avec 22% les sportifs, donc on avait à peu près le même a priori, mais on voit quand même que les femmes enceintes et les retraités, on est tout de même à 20%. Donc je dois vous dire que moi, mon a priori, il était un peu plus fort en diminuant les femmes enceintes et les retraités, mais c'est assez important et on voit que finalement, il y a quand même un gros dispatch dans les réponses qu'on peut avoir aujourd'hui, mais on place toujours en première position les millennials et les sportifs. Là-dessus, ce qu'on a découvert, c'est bien sûr que notre a priori, il n'est pas faux. Et d'ailleurs, c'est une bonne chose. L'outil vient permettre de nous confirmer cet intérêt des sportifs ou des millennials via une approche data-driven. En revanche, ce qu'on a tendance à faire, c'est oublier totalement d'autres parties de la population. Et ce que je te disais, moi, j'ai été le premier à le faire avant de mettre vraiment les mains dans l'étude. Ce qui est marquant, c'est qu'il y a des communautés comme ça qui sont cachées ou en tout cas peu représentées, qui sont tout autant intéressées par les super aliments, mais avec une appétence qui va être un peu plus ponctuelle et qui va être liée à des moments de vie, que sont la grossesse, l'arrivée d'un enfant, et également le départ à la retraite. Et bien sûr, dans ce cadre-là, dans ces moments de vie précis, les consommateurs ils vont être en quête de partenaires alimentaires vraiment de confiance, et c'est important de ne pas les laisser de côté et de ne pas les oublier, et pas uniquement se dire on va communiquer effectivement aux millennials et aux sportifs. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui était hyper intéressant, c'est quand on a voulu essayer de comprendre, via encore une fois l'exploration sémantique, quels étaient les bienfaits recherchés par la consommation de ces super aliments. Et donc, de la même manière que l'outil est capable de nous donner une segmentation de la consommation responsable en 16 tendances, et on est capable aussi de sous-segmenter finalement chacune des tendances. Donc, dans la superfood, on est capable d'aller en profondeur. Et donc, de cette manière-là, en plus d'extraire les super aliments et de comprendre qui ils étaient, on a pu également extraire 12 bienfaits qui étaient recherchés par les Français. Et la vraie surprise qu'on a eue, ça a été de constater qu'il y avait une réelle dissonance entre les contenus qui sont proposés par les marques et ce que recherchent réellement les consommateurs. Donc, à titre d'exemple, on a remarqué que 46% des contenus qui abordent la superfood évoquent le sujet des vitamines et des minéraux, alors que ce contenu, il n'est seulement lu que par 2% des internautes qui s'intéressent à la superfood. Ça veut dire en gros qu'on a 25 fois trop de contenu sur la superfood, sur les vitamines et les minéraux, vis-à-vis de l'intérêt réellement des internautes. Donc ça, c'est un sujet qui est trop représenté et peut-être qui est un petit peu facile, qui est bien connu depuis des années et du coup, on a tendance à aller dessus. Et pendant ce temps-là, finalement, les besoins des consommateurs, ils peuvent évoluer et on a des sujets comme le stress, la minceur, la digestion ou encore le confort urinaire qui font partie des sujets les plus recherchés pour le coup quand on s'intéresse aux superfoods, qui sont les plus lus et ils font partie des sujets finalement les moins volumiques en termes de contenu généré sur le web. Donc, on a vraiment une balance qui n'est pas équilibrée entre ce que les individus recherchent et ce qu'on va proposer comme contenu sur le web. Donc, ça veut dire qu'il y a un réel travail à faire de repositionnement en fonction des aspirations des consommateurs. Donc,
vous l'avez compris, c'est hyper important d'être capable d'extraire les tendances cachées derrière une macro-thématique, et au-delà d'extraire ces macro-thématiques, enfin ces sous-thématiques, pardon, d'être en mesure de plonger vraiment en profondeur pour bien les comprendre parfaitement. Donc, on a identifié ces tendances et ces tendances de consommation, on les comprend de manière hyper précise, on est capable en plus d'identifier les individus qui surfent sur ce type de page, et c'est d'ores et déjà un super asset pour répondre aux enjeux qu'on avait énumérés en introduction. Mais on a voulu aller encore un cran plus loin. Pourquoi ? Parce que si une marque souhaite communiquer avec une cible spécifique et potentiellement des individus qui s'intéressent à l'une de ces 16 tendances, la marque elle va devoir disposer d'un peu plus d'informations sur sa cible afin de mieux la comprendre et donc de mieux répondre à ses besoins et de mieux échanger avec ses consommateurs. Et donc pour apporter cette pièce du puzzle qui était un petit peu manquante, ce qu'on est venu faire, c'est enrichir les profils des individus qui s'intéressent à la consommation responsable avec tout le reste de la navigation Internet. Et concrètement, cette navigation Internet, de la même manière qu'elle nous permet d'identifier les intérêts pour les 16 tendances de consommation responsable, eh bien, elle nous permet aussi d'identifier des intérêts de toute autre nature, comme par exemple l'appétence à l'automobile, pour les vêtements, pour la cuisine, le sport, les voyages, etc., etc. Finalement, tous les sujets que vous pouvez retrouver sur Internet quand vous avez une navigation. Et donc, ce qu'on fait avec ces deux sources de données, c'est qu'on va venir les croiser pour comprendre le profil des individus dans leur entièreté. Le but, c'est vraiment de se dire qu'on va mettre en place des méthodes statistiques qui vont comparer ces différentes populations intéressées par la consommation responsable et non intéressées par la consommation responsable. Et avec ces méthodes statistiques, on va être en capacité d'extraire les caractéristiques des différentes populations qui vont être sur- ou sous-représentées pour repérer justement ces motivations qui peuvent être cachées derrière une tendance. Donc, pour illustrer ce propos-là, on va prendre l'exemple de l'écomobilité. Donc, l'écomobilité, premier élément, on connaît bien cette tendance depuis un moment, et il n'y a rien de forcément très surprenant d'avoir découvert cette tendance. Ça aurait été d'ailleurs plutôt un problème de ne pas la retrouver dans les 16 tendances qu'on a mis en évidence. Donc là-dessus, pas vraiment de surprise. En revanche, il y a une première chose, c'est contrairement à ce qu'on aurait pu avoir en tête, ces individus qui sont vraiment très intéressés par l'écomobilité, ils ont tendance à voyager beaucoup plus que les autres, et ils sont aussi ceux qui portent le plus d'intérêt aux moyens de transport un peu plus traditionnels ou un peu plus décriés, comme la voiture ou l'avion. Donc ça, un peu surprenant de but en blanc. Malgré ça, on a remarqué tout de même que dans leur navigation à tous, il y avait un effort constant d'utiliser, ou en tout cas de rechercher, le moyen de transport qui était le plus adapté à chaque trajet et à réduire du coup au maximum leurs empreintes carbone, par exemple comme l'utilisation du covoiturage. On voit typiquement, c'est le chiffre que vous avez sur la gauche, on a ces individus intéressés par l'écomobilité, ils sont 15 fois plus intéressés par l'utilisation du covoiturage que le reste de la population française. Donc on arrive quand même à retrouver cet aspect, comment je peux faire pour me déplacer de manière beaucoup plus responsable. Donc ça c'est un premier trait. Le point, c'est que si on s'arrête là, et qu'on a simplement un profil unifié de ces individus qui s'intéressent à l'écomobilité, on va finalement traiter chaque individu exactement de la même manière. Et en fait, il s'est avéré que le profil des usagers de l'écomobilité, il est bien plus riche que l'image préconçue qu'on peut avoir d'un consommateur qui est urbain, un peu bobo, et qui va réaliser son trajet de 20 minutes de vélo électrique pour aller au travail. Donc, on est allé encore un peu plus en profondeur, on a creusé vraiment le profil de ces individus, et on a été capable d'extraire 3 personas principaux de ces usagers de l'écomobilité. Le premier qu'on a eu, qui n'est pas forcément le plus surprenant, qui représente 26% de la population des individus intéressés par l'écomobilité, c'est celui qui est déjà impliqué dans les actions sociales et environnementales, qui essaye déjà de prendre des actions vraiment sur tous les pans de son comportement de tous les jours pour améliorer son comportement global en vue de ses impacts environnementaux. Donc celui-ci, on pouvait plutôt s'y attendre. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait quand même les moments de vie encore qui reviennent et qui ont vraiment un impact et qui permettent de faire monter l'intérêt de ces individus quand même au fur et à mesure de leur parcours. Donc ça, c'est le premier persona qu'on a pu extraire. On en a extrait un deuxième, qui représente cette fois-ci 35% de ces individus intéressés par l'écomobilité. Et ces individus, ils aspirent au bien-être. Et dans cette notion de bien-être, c'est vraiment ce qui ressortait. Ils sont déjà très, très engagés dans une consommation responsable, mais cette fois-ci à un niveau alimentaire. Donc, ils vont notamment faire attention à ce qu'ils peuvent consommer, notamment d'ailleurs avec un intérêt assez fort pour la superfood. On est bienvenu aussi venu regarder quelles étaient les proximités entre ces 16 tendances de consommation. Est-ce que lorsque je suis intéressé par l'une, est-ce que je suis intéressé par les 15 autres, ou est-ce que j'en ai certaines qui sont plus ou moins proches des autres? Et on a remarqué que la superfood n'est pas forcément proche de l'écomobilité, mais en tout cas, la superfood est très proche de ce persona dans l'écomobilité. Et donc, dans cette démarche que ce persona a de consommation responsable, cet individu, il n'hésite pas à expérimenter finalement toutes les dimensions de la conso responsable et notamment la mobilité douce. Enfin, le troisième persona qu'on a pu mettre en œuvre, il représente 40% de ceux qu'on peut un peu appeler les amoureux de l'écomobilité.
Et finalement, la petite surprise, c'est que c'est la plus grosse partie, et ils sont peu intéressés par la consommation responsable. Finalement, dans les 15 autres tendances, on n'a pas vu une appétence très forte pour tous les autres sujets. Néanmoins, ils ont quand même une curiosité pour ces thématiques-là, et notamment l'écomobilité. Les décisions, elles vont principalement être motivées par le contexte ou les opportunités qui s'offrent à lui, et notamment parce que c'est de plus en plus médiatisé. Donc forcément, à un moment donné, on peut s'y intéresser, ou notamment lorsque on est dans une recherche d'un nouvel équipement de mobilité, ça peut être une voiture, et on va s'intéresser à ces notions de mobilité douce. Moi, j'aime bien cet exemple parce qu'il montre vraiment simplement que sur une même tendance de consommation responsable, on ne peut pas s'adresser de la même manière à chaque individu, et donc ça va être extrêmement important de venir adapter sa communication ou la conception de ses produits carrément en fonction de l'individu auquel on va s'adresser. Donc, vous l'aurez compris, on a appliqué cette méthodologie à l'ensemble de nos tendances, et donc l'exploration sémantique et la connaissance un peu plus précise des consommateurs. Et donc, on a été en mesure de fournir un large éventail d'insights que nous avons groupés dans un livre blanc et qui est toujours bien sûr accessible pour ceux qui ne l'auraient pas encore téléchargé. Merci Antoine pour cet exposé passionnant. On a déjà quelques questions dans notre onglet questions et je vais du coup en profiter pour te les poser dès maintenant. On a Cyril qui nous demande selon quelle méthode avez-vous sélectionné les contenus responsables et comment qualifiez-vous les profils des lecteurs? Et puis, on aura aussi une deuxième question de Stéphane qui nous demande quelle est la techno de cette IA. Voilà, je te laisse choisir dans quel sens répondre. Ouais, ça marche. Je vais commencer par les questions de Cyril que tu as prises en première. Donc, la méthode pour sélectionner les contenus responsables, elle avait pour objectif d'être très peu biaisée par nos a priori humains. Donc, ce qu'on est venu faire, et ça, c'est aussi notre outil sémantique qui nous aide à le faire, c'est prendre des mots comme écologie, consommation responsable, finalement, tous les mots qu'on a déjà tous en tête, mobilité douce ou autre. On a fait une liste de ces mots-là, mais on sait très bien que si moi, je fais ma liste en tant qu'Antoine tout seul, j'ai forcément oublié des mots et je ne vais pas avoir une vision exhaustive. Donc, ce que nous permet l'IA sémantique, c'est d'avoir une certaine, donc là, je rentre un petit peu dans la technique, mais d'avoir une certaine proximité de tous les mots vis-à-vis d'un mot écologie. Donc, ce qu'on est venu faire, c'est récupérer comme ça une liste totalement exhaustive de tous les mots qui tournent autour de cette consommation responsable, qu'on est venu, dans un second temps, apporter à l'IA sémantique. Et on lui a demandé, rapporte-nous tous les documents qui contiennent au moins l'un de ces mots-là, de manière extrêmement large, encore une fois, pour être en capacité derrière de venir segmenter toutes les thématiques qui ont pu ressortir. Donc ça, c'est la méthode qu'on a utilisée. Et donc, dans les types de contenus qu'on a, c'est des contenus qui peuvent être hyper variés parce qu'on n'a pas uniquement une source web qui nous permet d'avoir ces infos-là. Mais je suis en train de lire les questions en même temps, pardon. Mais ce sont des contenus qui sont hyper variés, donc qui nous permettent d'avoir une certaine hétérogénéité dans les contenus qu'on est venu ressoulever. Il y avait la deuxième question de Cyril, c'était comment qualifiez-vous les profils des lecteurs? Exemple de la superfood et de la maternité. Finalement, ça c'est assez simple, c'est une fois que l'IA sémantique a fait son travail de caractérisation des pages web, on va avoir une information de navigation des individus sur ces pages web, et donc ça nous permet de dire est-ce que l'individu s'intéresse à telle ou telle thématique, et de la même manière qu'on est capable de venir mettre une note du poids du contenu dans les pages web, on va être capable de dire pour chacun des individus à quel point il s'y intéresse ou pas. Donc on est capable d'avoir une sorte de gradient d'intérêt, de niveau d'intensité de l'intérêt pour chacun des individus là-dessus. L'autre question, je crois que c'était Stéphane, Émilie. Quelle est la techno de cette IA? Alors la techno, c'est une question extrêmement large parce qu'il y a beaucoup de technologies derrière. Ça peut être les technologies de data engineering, de flux de données, de récupération des contenus web, la capacité de venir crawler ces contenus, la capacité après de venir mettre les bons algorithmes de data science. Et donc sur ces algorithmes de data science, on a une équipe R&D qui est dédiée, de data scientists 100% dédiée à cette IA sémantique qu'on travaille depuis des années. Donc ça va dépendre. Et puis après, il y a la capacité à venir créer ces bases de données de profils d'URL, de profils d'individus. Donc la question est extrêmement vaste. Il y a énormément de techno derrière et il y a énormément d'expertise. Et c'est des choses qui ont été construites depuis 10-15 ans chez Weborama. Donc la réponse est relativement large. Donc n'hésitez pas à reposer la question si vous voulez plus de précision. Mais voilà en tout cas un début de réponse. Merci. Je vais juste poser une dernière question, qui est une question balai, on va dire, puisqu'on a 3 questions un peu du même type, sur notamment la langue dans laquelle les contenus peuvent être analysés. Est-ce que donc on est sur du contenu francophone, France, autres pays? Quelqu'un me demande si on peut mener ce type d'études sur les marchés UK, Italie ou Espagne. Et puis une question de Véronique, le contenu de votre base de données inclut-il
objectifs du contenu de consommateur des DOM-TOM. Voilà. Ok. La base. Très large, ok. Donc on est sur une notion géographique beaucoup et de langue. Alors, je prends par la dernière, les contenus des DOM-TOM, oui, bien évidemment, on prend tout en compte. On est capable de venir dire si un individu se connecte depuis la France, depuis l'Italie, depuis l'Espagne, depuis la Russie, depuis les US, depuis un nombre de pays. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que Weborama, on travaille dans une trentaine de pays. Et bien évidemment, l'IA sémantique qu'on a, elle ne se décline pas uniquement en français, mais elle se décline en une dizaine de langues. Et donc, ce travail, on a bien évidemment pu le faire dans différentes langues. D'ailleurs, pour ceux qui ont téléchargé ou qui vont télécharger, je pense qu'on pourra vous donner le lien, parce que je crois qu'il y a une question de quelqu'un qui demande où est-ce qu'on peut trouver le livre blanc. Donc, on vous repartagera le lien. Vous verrez qu'à la fin, on va venir faire une comparaison, notamment européenne, sur les centres d'intérêt en termes de tendance de consommation responsable entre l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie et la France. Donc, cette étude, on l'a bien évidemment répliquée sur différents pays et on serait en mesure de venir d'ailleurs creuser dans n'importe quelle langue le contenu qu'on souhaite. Merci beaucoup, Antoine. Je vous propose de passer désormais à la table ronde avec nos invités, donc Elisabeth Rahn et Corinne Régène. Donc encore merci, Antoine, pour cette présentation. Elisabeth, Corinne, est-ce que, comme moi, vous avez été interpellée par les données issues de cette présentation? Est-ce que voilà, certaines données présentées vous ont surprise, un peu comme nous tous, hein, puisque quand on voit les résultats du sondage sur la superfood, on est finalement assez éloigné des résultats de l'analyse sémantique. Est-ce que je commence? Bonjour. 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 Bonjour à tous. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Je trouve que jamais là, au travers de l'étude qui vient d'être présentée, des grandes tendances qui viennent d'être évoquées, on constate véritablement une rupture, plus qu'une transformation des tendances de consommation en faveur de la consommation responsable. C'est-à-dire qu'on voit bien que, alors que dans un premier temps, on était plutôt dans le registre de militants, de gens totalement engagés, convaincus, d'aficionados qui étaient concernés par la consommation responsable. Aujourd'hui, vraiment, le sentiment qu'on a, c'est que, on le constate, c'est pas un sentiment, hein. Ce qu'on constate factuellement, c'est que le cercle s'est élargi à une population qui est beaucoup plus large et que le constat qu'on peut faire côté citoyen, il est identique côté entreprise, puisque pour les entreprises, il s'agit toujours plus pour elles, non seulement de parler à tel ou tel segment, mais au-delà de tel ou tel segment à adresser de façon tactique, plutôt d'apporter une contribution réelle à la société en finalement encourageant cette consommation responsable. Et on voit bien les initiatives pour privilégier des débouchés possibles, pour valoriser l'innovation créatrice d'impact. Et donc, on peut dire qu'on assiste, on est en train de vivre un moment incroyable de changement total de paradigme. Justement, c'est une question qu'on voulait poser à nos auditeurs ce matin. Est-ce que vous considérez que la consommation responsable est encore un peu une lubie bobo ou alors de militants écolos, ou est-ce que effectivement on est vraiment devenu, c'est vraiment devenu mainstream? Voilà, je pose la question dans le sondage. Elisabeth, j'en profite pour reposer la première question qui était est-ce que vous aussi vous êtes étonnée par ces résultats? Alors, moi, ce qui m'a vraiment intéressée dans cette étude, c'est que de voir la multiplicité des profils et des spécificités de chacun de ces profils. On avait au début une approche qui était très tournée vers une vision très écolo, le bio, le circuit court, le local, et effectivement, comme disait Corinne, très militant, les pieds dans la gadoue. Et aujourd'hui, on voit que c'est très large, avec une notion de bien-être, d'engagement. Et la vertu vraiment de cette étude, merci Antoine, c'est de rationaliser, de quantifier tout ce qui peut relever de notre perception personnelle. Aujourd'hui, on peut y mettre des chiffres, des quantifier et de rationaliser cette approche. Moi, ce qui m'a frappé à travers le livre blanc que j'ai eu la chance de pouvoir lire, télécharger, c'est de voir qu'il y a quand même des mots-clés et des traits communs à l'ensemble de ces groupes et de ces profils. J'en ai relevé 3. Il y a d'abord l'expertise. En fait, on a affaire à des consommateurs qui sont devenus extrêmement vigilants, avertis et qui veulent prendre en main leur conso et qui sont prêts à le faire avec les marques, mais on ne peut pas leur imposer les choses et donc ils vont être aussi très intransigeants à l'égard des marques. Dans la confiance, donc ça va être un élément clé de cette relation qui va se construire entre les marques et le consommateur. Contrairement aussi à cette caricature qu'on a pu faire de la conso responsable, c'est qu'on n'a pas affaire à des
des Antilles, des réfractaires, des décroissants, ils voient plus la marque comme un partenaire possible. Et Antoine, en parlant d'économie de mobilité, tu nous montrais que les consommateurs, finalement, ils sont plus mobiles que les autres. Ils sont aussi très avions, très voitures. Ils sont dans la consommation et ils sont plutôt dans leur manière de consommer, dans une façon de vouloir changer le monde. Et puis, le moment de vie, c'est un moment clé qu'il va falloir capter pour pouvoir attraper nos consommateurs au moment où ils sont en train de changer leur manière de consommer. Et de faire cette étude au moment du Covid et du confinement, je pense qu'on était dans un ultra moment de vie où les expressions et les modes de fonctionnement ont été exacerbés. Et on voit bien que quand on est une femme enceinte, quand on prend sa retraite, et ça a été mis en évidence dans cette présentation, on rebat un peu les cartes et on voit les choses autrement. Et on a, nous, intérêt, en accompagnant les marques, à vraiment capter ces moments clés où on peut observer un virage. Merci Elisabeth. Justement, quand vous parlez d'accompagnement des marques, moi j'avais une petite question un peu plus large que cette étude. C'est comment vous, dans vos groupes respectifs, les groupes médias ou de publicité qui sont aussi des mastodontes sur leur marché, vous avez intégré ces enjeux de consommation responsable à la fois en interne, dans votre stratégie et aussi dans vos accompagnements de vos différents clients. Si vous voulez, je peux démarrer. En fait, nous, on a qu'il y a 2 ans, on a vraiment démarré. Il y a eu vraiment un mouvement de fond qui s'est opéré au sein du groupe. En fait, on est parti d'un constat il y a 2 ans qu'après la révolution digitale, la nouvelle transformation qui était en train de s'opérer, c'était la transformation, la révolution dite responsable, c'est-à-dire celle qui finalement pouvait réconcilier pour la première fois la croissance et le bien commun. On était déjà, et malheureusement la crise pandémique n'a fait que conforter ce contexte-là et ce constat-là. On était déjà dans un contexte très particulier qui était, vous vous souvenez, c'était les Gilets jaunes, un lien social vraiment distendu, une grande défiance vis-à-vis des pouvoirs, des médias, de tout ce qu'on appelle les sachants. Et pourtant, dans le même temps, on assistait déjà à une mobilisation très forte, à un engagement qu'on peut qualifier d'historique, à la fois des citoyens et des entreprises, pour finalement réinventer un nouveau modèle de société qui soit plus durable. Donc nous, notre conviction déjà très très tôt, c'était de se dire qu'un groupe média comme le nôtre, avec notamment dans son portefeuille de marques 2 grandes marques natives de la presse quotidienne nationale, je pense aux Échos et aux Parisiens, très complémentaires, devait finalement jouer un rôle majeur face à ce défi historique qui était recréer du lien, réconcilier, aider à faire société. Et concrètement, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'on avait le sentiment et la conviction et l'intuition qu'il fallait passer de spectateur à accompagnateur de cette transformation responsable. Et donc, c'est autour de ce constat-là qu'on a vraiment structuré notre démarche, déployé ce qu'on appelle notre stratégie responsable. Et cette stratégie, on l'a déployée finalement autour de trois piliers. Le premier, ça a été l'énonciation, la publication de notre raison d'être, qu'on aime bien qualifier de raison d'agir. Je vais me permettre de la rappeler rapidement. C'est le groupe Les Échos, le Parisien, s'engage à favoriser l'émergence d'une nouvelle société responsable en informant, mobilisant, accompagnant chaque jour les citoyens et les entreprises. Donc vraiment, ces 3 verbes, informer, mobiliser, accompagner, sont au cœur de la transformation de notre groupe. Le deuxième pilier, c'était l'identification de leviers d'engagement, qui sont vraiment des axes structurants de notre transformation. Et en gros, je peux les résumer au travers de 2 lignes de force qui sont montrer le chemin d'abord. Montrer le chemin, c'est vraiment encourager nos 28 millions de lecteurs, d'internautes, de mobinautes à s'engager dans cette transformation. Et le deuxième axe, c'est montrer l'exemple, c'est-à-dire transformer nos propres pratiques sociales et environnementales. Et le troisième pilier de la démarche, c'était vraiment la mise en place d'une gouvernance dédiée avec la création d'un comité impact qui vraiment maille toute l'entreprise, tous les métiers de l'entreprise et qui pilote l'amélioration dans la trajectoire qu'on s'était fixée. Et c'est vrai que là, face à ces 3 piliers, en fait, ce qu'on voit bien, ce qu'on a bien vécu nous, c'est que 2020, avec la crise sanitaire, on a vécu la crise sanitaire comme effet accélérateur.
et 2021 comme plutôt l'année du passage à l'action concrète, l'année des preuves, avec en 2020 vraiment la mise en lumière, et ça a été dit notamment par Elisabeth puis par Antoine, la mise en lumière de façon très forte, très explicite des limites et des fragilités de notre monde face aux transitions écologiques, sociales, sociétales, et donc la très forte attente des consommateurs vis-à-vis des médias et des marques, et donc vis-à-vis de la communication pour faire en sorte que l'entreprise joue un vrai rôle dans cette transition, et pour que la publicité joue un rôle d'aiguillon pour une société qui soit plus responsable et dans laquelle on vive mieux tout en consommant. Donc, on n'est pas dans une logique de déconsommation, mais je pense dans une logique de croissance et de consommation vertueuse, verte, comme on dit souvent. Et puis 21, c'est vraiment le passage à l'action concrète, l'année des preuves. Et pour donner des exemples un petit peu concrets, nous, par exemple, sur la partie régie publicitaire, l'idée, c'est qu'au-delà, évidemment, de tout ce qu'on peut faire pour améliorer nos propres pratiques internes, je pense notamment à tout ce qui concerne l'empreinte carbone, on essaye de faire en sorte de réunir les conditions pour favoriser le développement et l'efficacité des campagnes responsables de nos partenaires, avec d'un côté des grands programmes de communication, donc des contenus, des dispositifs qui permettent aux entreprises vraiment de s'associer à des thématiques autour de l'impact, et puis la data, avec la création de personas spécifiques, et peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure, si vous voulez que je donne des exemples. Effectivement, on y reviendra un peu plus tard. Elisabeth, Corinne évoquait le rôle de la publicité. Vous, aujourd'hui, chez Dentsu, comment vous vous positionnez? Évidemment, on a pris en compte chez Dentsu aussi la consommation responsable et la manière dont les marques avaient leur rôle à jouer. Et nous aussi, en tant qu'agence, en tant que conseil, on devait accompagner nos marques. Alors, évidemment, nos clients, on les accompagne dans toute cette compréhension des cibles responsables pour qu'elles puissent adapter leur campagne, leurs produits, ajuster leur discours, gagner en pertinence et en efficacité. Mais surtout, pour nous, la responsabilité, ça ne s'arrête pas juste à un rapport communication entre une marque et ses audiences. Et ça ne se limite pas non plus juste à des questions environnementales, parce qu'effectivement, quand on pense à responsable, on pense beaucoup à empreinte carbone, mais on pense que le prisme, il est plus large et que nous, on a un rôle de conseil et d'accompagner et de limite aller bousculer nos clients pour les aider et les pousser à faire évoluer leurs propres services, leurs propres relations avec leurs consommateurs et notamment à travers la data. En fait, la data, c'est vraiment le lieu où se cristallisent des questions extrêmement cruciales et dont on parle de manière incessante depuis quelques temps en termes d'éthique, de transparence et de responsabilité. En fait, ce qui nous est venu, c'est qu'on s'est dit, ce serait quand même un peu ironique qu'on donne des conseils sur le discours à porter sur une marque et un produit sans que cette marque elle-même, dans sa propre attitude à l'égard de ses consommateurs, n'adopte pas une posture hyper responsable. Donc, c'est pour cela qu'on va bientôt lancer, c'est éminent, une offre data responsable pour aider les marques à être vraiment responsables et transparentes dans leur utilisation, par exemple, de la donnée consommateur, pour voir et pour bien communiquer, expliquer ce qui va être fait de la data, depuis le sourcing jusqu'au stockage, par exemple, parce que c'est une question qui, effectivement, est cruciale. Est-ce que le consommateur en a conscience? Est-ce qu'il sait bien exactement ce qu'on va faire et pourquoi on stocke sa data? On a vraiment la motivation d'impliquer les entreprises dans cette démarche-là. Notre offre, elle tiendra à la fois du consulting, donc vraiment d'accompagner la réflexion sur la manière d'analyser. Mais on n'est pas juste là, entre guillemets, en donneur de conseils, mais on veut aussi les aider pour créer des interfaces, pour vraiment bien calibrer le discours avec le conso de demain. Et effectivement, merci beaucoup Elisabeth. Moi, je trouve ça très juste dans ce que vous dites, Elisabeth et Corinne, sur cette importance de ne pas se centrer uniquement sur les sujets d'empreinte écologique ou d'empreinte carbone, mais d'envisager vraiment l'empreinte sociale, sociétale. Vous parliez des data et de l'hébergement des data. Aujourd'hui, on sait qu'il y a le sujet, évidemment, sobriété numérique du côté de l'empreinte environnementale, mais il y a aussi effectivement tout le respect des data personnel et du coup ça aussi c'est de l'engagement entre guillemets responsable pour les marques et du coup ma question pour Niki mais pour Antoine, est-ce que finalement c'était ce qui a présidé à cette étude, c'était cette volonté d'aller
au-delà de ce cliché de consommation durable, responsable, égale consommation écologique, vous aviez envie de creuser. Enfin, qu'est-ce qui a présidé au choix de la consommation responsable comme thème d'étude et d'analyse sémantique? Je vais répondre sur la première partie et Antoine va certainement creuser. Ce qui est important, en fait, pour nous, c'est, en tant que leader de l'AI sémantique, d'aller détecter les signaux faibles et d'aller voir si les signaux forts sont effectivement très, très hauts parce qu'il y a, en fait, un bruit médiatique qui peut être positif, hein, le bruit n'est pas forcément toujours négatif. Il y a un bruit médiatique très fort autour d'un sujet. Antoine l'a évoqué tout à l'heure et on en a fait la démonstration. Alors qu'en réalité, il y a des attentes très fortes, sous-jacentes, auxquelles on ne répond peut-être pas. Donc ça, c'est vraiment le boulot de la connaissance client, d'aller creuser dans l'insight. Et c'est ce que nous permet la technologie qu'on utilise pour aller chercher ces signaux. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir par rapport à la question lubie de bobo ou mainstream. Donc voilà, je pense qu'on a des professionnels ici qui ne s'y trompent pas au vu des résultats du sondage où vous pensez que 77% c'est devenu un thème mainstream. C'est bien ça aussi qui nous a drivé. Donc ça veut dire quoi mainstream et comment on peut identifier les trois grandes motivations. Et les trois grandes motivations pour nous, elles ont sauté aux yeux quand on a vu que finalement le consommer mieux répondait peut-être quelque chose jusqu'à 40% en fait de ce qu'on a identifié, le consommer moins 38% et le autoproduire à 14%. Après, ce qui nous intéresse, c'est de le suivre dans la durée, puisqu'on a mis en place ce projet pour continuer en permanence à aller chercher, à aller renforcer finalement ces signaux et comment ils évoluent dans le temps. Et puis, avant de passer la parole à Antoine, ce qui nous importe, donc, c'est que sur ces grandes tendances qu'on a identifiées, il y en a 6 vraiment qui ressortent avec ces 3 grandes motivations et qui donc ils vont intéresser principalement les secteurs de l'hygiène beauté, l'agroalimentaire et le tourisme. Donc, quand on a dit ça, c'est comme ça représente quand même une grosse partie du marché, puisque ces 6 tendances qui répondent à ces 3 grandes motivations, le consommer mieux, le consommer moins et l'autoproduire, sont le bien-être, superfood, l'écomobilité, zéro déchet, la seconde vie et les makers. Et c'est marrant de voir l'ordre. Ouais, peut-être pour compléter, merci Miki, même si tu as déjà été assez large dessus. C'est vrai que moi personnellement, il y avait quelque chose qui m'a motivé très fortement à aller sur ce sujet-là. C'était simplement les échanges qu'on pouvait avoir avec nos clients. Je pense qu'il y a vraiment eu un switch il y a 2 ans, 1 an et demi, où de manière vraiment systématique, ces questionnements sur cette consommation responsable ou ces notions écologiques revenaient de plus en plus en nous posant des questions. Et je n'avais pas forcément les réponses à apporter à ces questions-là, donc c'était un petit peu frustrant. Donc la vraie volonté pour moi, c'était de se dire sur un thème qui est autant discuté et que chacun peut discuter entre amis, dans sa famille ou autre, où chacun peut avoir son avis, on manque de concret. Et j'avais vraiment envie qu'on apporte quelque chose de très factuel et aussi des outils dont on puisse se servir et auxquels on puisse faire confiance et que ce ne soit pas simplement l'avis d'un tel ou d'un tel auquel on ne sait pas forcément est-ce qu'on peut s'y attacher à 100%. Donc, il y avait vraiment cette notion d'apporter vraiment quelque chose 100% factuel, 100% concret dont on peut se servir et qu'on peut mesurer d'ailleurs derrière. Émilie, tu es en mute. La classique, il fallait bien qu'il y en ait une qui le fasse. Pardon, je disais merci Antoine et Vicky. Antoine, tu parlais d'outils. Moi, j'ai une question pour Corinne et Elisabeth. Comment aujourd'hui l'IA sémantique s'inscrit dans le large panel de toutes les études que vous pouvez faire sur ces thématiques de la consommation responsable? Voilà, aujourd'hui, est-ce que ça vient remplacer finalement les études socio-démo traditionnelles, parce qu'on voit qu'on est un peu bousculé dans nos a priori respectifs? Oui, absolument. En fait, ça vient vraiment renforcer la connaissance qu'on a de nos audiences. En fait, vraiment avec l'IA sémantique, on a l'opportunité de pouvoir renforcer de façon très robuste le triptyque classique de nos sources d'analyse pour analyser nos audiences. Pardon. En fait, on s'appuie traditionnellement autour de trois choses: la socio-démo de nos audiences. Il y a des études d'audience réalisées par OneNext, par la CPM. Le volet maintenant
éléments supplémentaires de OneNext avec Insight qui enrichit cette connaissance, nos propres analytics qui viennent vraiment compléter ces informations avec des parcours de navigation qui nous permettent de comprendre en profondeur les intérêts de nos audiences, et puis l'IA sémantique qui vient vraiment ajouter des données comportementales qui sont vraiment essentielles pour limiter finalement les biais qu'on peut constater dans le déclaratif et donc s'approcher au plus près de ce qu'on pourrait appeler une forme de vérité du comportement de nos audiences. Peut-être un exemple qui va bien résonner avec ce qui a été dit au début par Antoine sur la notion du mieux, un exemple de la façon dont on a travaillé les audiences du Parisien. Donc, en fait, on a identifié des profils responsables de nos lecteurs internautes à partir des items sur lesquels on était en suraffinité, notamment via OneNext. Et on a identifié des traits saillants. C'est-à-dire que, par exemple, on a identifié le fait que nos lecteurs, nos internautes, lecteurs du Parisien, ils cherchaient à faire les meilleurs choix et à prendre les meilleures décisions. En fait, c'est vraiment des lecteurs qui veulent comprendre, maîtriser, anticiper. Ils ont conscience finalement que leur comportement au quotidien détermine d'une certaine manière ce qu'on pourrait qualifier de leur avenir et de celui de leur environnement, de leur famille, de leurs amis, en termes de pouvoir d'achat, en termes de santé, en termes d'environnement. Donc, ils veulent vraiment prendre part à l'évolution de la société et maximiser leur impact. Donc, à partir de toutes ces attentes en fait autour du mieux, le mieux manger, le mieux consommer, le mieux déplacer, le mieux vivre ensemble, pour adresser le maillon précis du ciblage utile pour les communications responsables de nos annonceurs, on a créé des personas en mixant donc la data first party, la data third party de Webo, la data de l'outil Moonfish de Weborama et nos données socio-démo. Et ça nous a permis de construire 4 personas, les conso-acteurs, donc ce sont les acheteurs de bio, de local, c'est tous ceux qui sont vraiment attentifs à la provenance de ce qu'ils achètent et de ce qu'ils consomment. On a identifié un persona autour de bien dans leur époque, un troisième persona autour de ce qu'on a nous qualifié de curieux et de précurseurs, et puis le dernier, c'est ce qu'on a appelé nous les sensibles au vivre ensemble. Et en fait, ces 4 personas, finalement, ça représente 1 million de cookies très ciblés qu'on a mis à disposition de nos annonceurs pour leur communication responsable. Et on a vu que des secteurs comme l'énergie, comme le corporate, comme le food, comme l'automobile, sont très intéressés par cette démarche. Et donc, ils ont bien compris, et on est en train de travailler avec eux là-dessus, que c'était finalement une formidable opportunité d'optimiser l'efficacité de leur campagne. Voilà. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on avance. Hyper intéressant de voir justement ces champs d'application concrets finalement de ce qui peut être livré à travers ce type d'études. Elisabeth, vous de votre côté, voilà, à la fois comment vous positionnez, enfin comment vous utilisez ce type d'études versus d'autres études socio-démo, et puis concrètement derrière, au-delà de la détection d'insight et de la création de persona, est-ce que vous utilisez le contenu de ces études pour, par exemple, faire des recommandations sur l'éditorial à vos clients ou d'autres champs? Nous, on est assez férus et on utilise pas mal la data sémantique parce que c'est vraiment une vision photographique hyper honnête qu'on peut avoir sur un marché, sur des profils, sur des audiences. Donc, pour nous, c'est une donnée qui est extrêmement fiable et très valorisée. Après, elle vient aussi compléter d'autres sources d'informations. C'est-à-dire que c'est parce qu'on utilise la sémantique qu'on va bouder de l'écoute sociale ou qu'on va utiliser un panel pour avoir des projections. C'est cette combinaison qui est hyper intéressante. Mais pour revenir sur la sémantique, ce qui est intéressant aussi, c'est d'utiliser cet outil qui a été mis un peu en avant dans une slide sur la carte des proximités, de regarder les positions relatives des différents clusters, j'ose plus utiliser ce mot-là, les uns avec les autres, parce que c'est hyper important de voir comment les uns interagissent. Est-ce qu'on a de la distance? Est-ce qu'on a de la proximité? En fait, il y a énormément de ressorts dans cette étude. Et alors, pour finir, est-ce qu'il faut déboulonner le socio-démo? En fait, nous, la question qu'on se pose, c'est de rediscuter la clé d'entrée du socio-démo. Si vraiment c'est un driver, un moteur sur la construction d'une cible,
Tout à l'heure, on parlait d'étapes de vie. Effectivement, il y a des moments de vie qui sont hyper importants. Et là, le sociodémo fait sens. Mais c'est indéniable qu'aujourd'hui, les annonceurs, les marques vont plus loin que dans le simple filtre de sociodémo, vont chercher de la motivation, de la raison d'achat. Et là, la sémantique, elle prend tout son sens. Mais malheureusement, il reste aussi un fait, c'est que quand on construit des personas, on a souvent besoin encore un peu de sociodémo parce que c'est un des critères de projection qui est facile à utiliser, donc on ne va pas complètement l'enterrer non plus. Merci Elisabeth. Mickey, Antoine, est-ce que vous avez d'autres cas d'usage? Je sais qu'on a parlé de cas d'usage assez surprenants de l'IA sémantique. Parler des RH notamment. Oui, alors sur le cas d'usage RH, je vais vous répondre et peut-être Antoine, tu peux parler du cas d'usage innovation. On nous a donné un ingrédient et on nous a demandé de chercher autour. Le cas d'usage RH, alors moi j'adore les ressources humaines, c'est pour ça, désolée Antoine, je prends celui-là. C'est hyper intéressant de voir qu'avec toute cette technologie, finalement, on a beaucoup d'applications à partir du moment où on a du texte. Donc, c'est une grande entreprise internationale qui fait une étude, une enquête sur ses collaborateurs pour améliorer la vie dans l'entreprise et avoir des insights. Donc, vous connaissez les questions classiques où on peut répondre par oui, par non, et donc on peut créer des statistiques ou questionnaires à choix multiples. Mais quand on demande « qu'en pensez-vous » ou « commentez », là, on a du texte et il devient beaucoup plus difficile finalement d'analyser. Parce que déjà, quand on pose la question, souvent, elle est biaisée, on le sait, donc voilà. Et en plus, quand c'est une même personne qui analyse les résultats, on peut être encore doublement biaisé. Donc là, l'IA sémantique, finalement, quelque part, ne ment pas, et c'est bien ça qu'on aime chez Weborama. Donc, on va analyser les résultats de ces réponses écrites. On traite toutes les langues et on va pouvoir identifier des grandes tendances de fond qui se passent dans l'entreprise. Et vraiment de façon anonymisée, parce que finalement, chez Weborama, tout ce qu'on fait, c'est privacy by design et c'est vraiment important, puisque l'analyse sémantique n'utilise ni ID ni cookie. Donc, dans le monde dans lequel nous nous dirigeons finalement et nous pensons que nous reculons dans le bon sens, ça peut avoir un certain intérêt. Donc, pour les enquêtes des entreprises, encore plus, puisqu'on analyse ces insights et ensuite l'entreprise peut communiquer très clairement sur les actions qui seront prises et mises en place suite à ces insights détectés. Ouais, je prends la suite. Effectivement, même de manière encore un peu plus large, l'IA sémantique peut s'appliquer finalement à n'importe quel type de contenu textuel, que ce soit, en fait, de n'importe quel type de langage, que ce soit de l'audio, de la vidéo, du texte, encore une fois. Donc, ça peut être appliqué sur des échanges en call center, ça peut être appliqué effectivement sur des verbatims employés. Ce qu'on a pu réaliser avec cette IA sémantique également, et c'est ce dont parlait Mickey, le cas d'innovation, on avait un industriel, pour le coup, un vrai industriel avec une usine qui avait énormément de magnésium à disposition. Il disait, mais comment je peux venir essayer de monétiser mon magnésium ou comment je peux venir vendre ce magnésium et l'intégrer potentiellement dans des produits. Et l'exemple qu'il nous avait donné, c'était de se dire, vous avez vu, l'aluminium a été remplacé dans les déodorants il y a quelques années par le magnésium. Il dit, je voudrais que vous m'aidiez à trouver justement ce nouveau marché potentiellement qui n'est pas encore très connu. Donc vraiment, c'est ce signal faible pour que moi, en tant qu'industriel, je puisse me positionner auprès des marques ou en tout cas des industriels qui produisent ces produits derrière. En amont. Donc, on a pu lancer comme ça énormément de recherches sur le magnésium, cette fois-ci, pas la consommation responsable. On a eu tout un tas de choses qui ont pu arriver dedans. On a notamment un exemple en particulier. On a vu qu'il y avait des produits qui étaient détournés par les consommateurs parce qu'ils ne trouvaient pas le produit existant. Il y avait le lait de mycélia, notamment, qui est utilisé plutôt pour des problématiques médicales en général, qui était utilisé comme couche en tant que pré-fond de teint pour que ça tienne mieux parce qu'il y avait du magnésium dedans. Donc, c'est le genre de choses comme ça, de tendances, de signaux faibles qu'on est capable de mettre en évidence pour venir alimenter après les industriels en termes de conception de produits. Merci beaucoup. Je pense que pour compléter, pardon Émilie, si je peux, pour les quelques secondes qui nous restent, l'IA sémantique, c'est donc une solution privacy by design, qui permet une intégration harmonieuse des contenus éditoriaux, de la pub, d'une publicité moins intrusive, donc finalement peut-être plus responsable, parce que c'est aussi le sujet du moment, la publicité plus responsable. Et ce que l'on constate, en fait, c'est que toute cette information
information que l'on a aujourd'hui en termes d'insight, elle est activable puisque on lance donc notre solution officiellement Cookieless IDS, où vous pouvez, une fois que vous avez créé tous vos segments, une fois que vous avez fait toute votre analyse, vous pouvez tout à fait communiquer donc sur les sites éditeurs partenaires, et on a beaucoup de partenaires, hein, évidemment Les Échos, Le Parisien, 366, Le Bon Coin, Le Monde, enfin, bref, je ne vais pas citer tout le monde, mais en fait c'est vraiment ça le sujet. Donc nous, ce qui nous importe, c'est à la fois de comprendre les consommateurs, de travailler avec les éditeurs de façon très responsable et respectueuse de leur contenu, de ce qu'ils construisent, pour avoir cette publicité intégrée de façon harmonieuse. Et donc, on voit que les performances sont très encourageantes, puisque au lieu d'être retargeté et retargeté dans un environnement qui finalement n'est plus celui dans lequel on faisait la recherche, on est targeté dans un environnement, targeté entre guillemets, dans un environnement qui nous intéresse sur le moment. Donc, c'est assez passionnant de travailler et de réunir ce monde éditorial et la demande. Oui, effectivement, je vois qu'on est quelques professionnels des médias et on parmi les auditeurs, et on est effectivement très sensible à cette dimension éditoriale. Il est déjà 10h33, voilà, on a commencé il y a tout juste 1 heure. Vicky, ton propos était quasiment un propos de conclusion. Je vais juste prendre une dernière question voilà, qui me semble intéressante, de Marc, qui demande si vous seriez en mesure de construire ce type d'études en lien avec une nouvelle thématique. Et puis, j'en profite pour lancer un dernier sondage. Voilà, maintenant qu'on a un peu parlé de tout le potentiel d'application de l'IA sémantique, voilà, sur quels usages, à votre avis, voilà, sont possibles grâce à l'IA sémantique. Vous avez quatre choix juste dans l'onglet sondage, donc n'hésitez pas à répondre à cette dernière question. Et je reviens donc sur la question de Marc. Seriez-vous en mesure de construire ce type d'études en lien avec une nouvelle thématique? Vicky, Antoine? Antoine, c'est ton équipe? Ouais, bien sûr, j'y vais. Ouais, bien évidemment. Mais en fait, ça, c'est quasiment notre boulot de tous les jours, en fait, de prendre des thématiques, des questionnements comme ça, qui peuvent être de tout type, de toute industrie, de toute thématique, et de venir creuser, justement, et venir répondre à ces questions avec la sémantique. Donc, bien évidemment, on pourrait très bien prendre certaines de ces tendances de consommation responsable qui sont déjà découvertes, mais les croiser avec une industrie particulière pour se dire comment cette thématique se comporte sur une industrie en l'occurrence. Ou alors, on peut partir vraiment from scratch. Je parlais du magnésium tout à l'heure, vraiment d'une autre thématique. Ça peut être de l'assurance, ça peut être de la banque, ça peut être des moments de vie, ça peut être finalement tout et n'importe quoi. À partir du moment où on a une question business, marketing qui nous est posée, et ben nous, on va d'abord la poser, on va être un peu feignant, on va d'abord la poser à notre outil sémantique, et puis après, on mettra cette intelligence derrière. Ok, super. Bon, ce qui est réjouissant, c'est que on a tous très envie d'utiliser l'IA sémantique pour toutes les possibilités qui nous sont offertes. Hein. On a la moitié des répondants au sondage qui nous disent toutes les options. Donc voilà, bravo. Moi, ça m'a bluffé. J'ai appris plein de choses. J'espère que vous aussi, Corinne, Elisabeth, Mickey, Antoine, merci beaucoup. Merci. 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 Merci, Émilie. À bientôt tout le monde. Merci.